Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierno Alassane Sall. Monsieur le ministre vient nous parler du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz. Monsieur le ministre, vous avez entendu l'actualité à Ziguinchor, l'électricité, le raccordement justement au réseau national de la région, mais également le tourisme. Alors, c'est une région qui vous préoccupe dans votre mission ministérielle? Mais absolument, et c'est une heureuse coïncidence qu'en venant ici ce soir, on parle à la fois d'électricité, raccordement du réseau, parce que vous savez que Ziguinchor, comme Kolda, comme Tambacounda, restent isolés du réseau national, interconnectés comme on dit. Et la conséquence, c'est une qualité de service moindre, parce qu'il y a des centrales électriques locales qui produisent à des coûts relativement importants et qui ont une qualité de service moindre par rapport aux centrales majeures qui sont à Dakar. L'existence d'un réseau national interconnecté va permettre d'avoir un peu la même qualité de service partout, mais surtout de déclasser les centrales de Tamba et autres, Goudiri, et les petites centrales, Medina Yoro Fula, etc., qui produisent à des coûts relativement élevés. Et donc, ça va impacter aussi sur l'efficience et le coût de production de l'électricité. Mais par ailleurs, et surtout, l'élément que vous avez passé sur le tourisme, heureusement que l'autorité administrative, je crois qu'il s'agissait du gouverneur, a rappelé que ceci est possible si la France a enlevé Ziguinchor de la liste rouge. C'est parce qu'il y a des efforts soutenus du gouvernement du Sénégal pour qu'il y ait la paix. Et ces efforts ne sont pas peut-être suffisamment mis en exergue publiquement, mais la paix est notre élément et notre richesse fondamentale majeure. On doit se réjouir certes que les touristes reviennent, mais surtout et avant tout, on doit se réjouir du silence des armes depuis quelques années en Casamance et des efforts considérables qui ont été réalisés dans cette région pour qu'il en soit ainsi, mais aussi pour que cette région sorte de l'ornière. Et je crois que l'investissement pour le raccordement au réseau interconnecté de Tamba, Kolda, Ziguinchor participe assurément à cet effort de raccordement, j'allais dire, de la région sud au reste du pays. Alors, je voulais juste souligner, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de 200 milliards de dollars, mais comme en venant, de francs CFA, mais surtout, mais comme en venant ici, je ne savais pas que vous m'interrogeriez sur le chiffre, je vais me réserver un peu. Alors, on avait parlé justement du pétrole vers la Guinée-Bissau, et entre la frontière Sénégal et Guinée-Bissau. On a fait des recherches et aujourd'hui, il y a du pétrole qu'on a découvert au Sénégal, notamment au large de Sangomar, et du gaz vers la frontière nord du Sénégal avec la Mauritanie. Et justement, le président de la République, vous êtes là pour nous en parler. Le président de la République, Macky Sall, a adopté en Conseil des ministres le projet de décret portant création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz. Le dit comité est présidé par le chef de l'État lui-même et il est chargé, entre autres, d'assister le président dans la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement des projets pétroliers et gaziers. Alors pourquoi donc le Sénégal a-t-il fait cette option de mettre en place une commission d'orientation stratégique? Je crois qu'il s'agit là d'une étape sur un ensemble de mécanismes que le chef de l'État est en train de mettre en place à l'effet non seulement d'assurer une transparence dans le secteur, où il vous souviendra que la Constitution a inscrit le droit inaliénable non seulement des Sénégalais sur les ressources minières, mais également leur droit à l'information. Et parallèlement, le chef de l'État avait aussi poussé notre pays à adhérer à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La mise en place du COS-Pétrogaz participe d'une volonté, tirant les leçons de ce qui s'est passé de manière générale dans les pays africains qui n'ont pas su mettre en place une vision stratégique pour l'exploitation optimale de leurs ressources minières et pétrolières en particulier. De dire, avant même que le premier baril ne sorte, quels sont les mécanismes, quelles sont les études, quelle est la vision à mettre en place pour que l'ensemble de l'économie sénégalaise et l'ensemble des Sénégalais puissent participer à l'optimum et puissent tirer le bénéfice optimal de ces ressources nationales, qui sont des ressources qui ne sont pas inépuisables, qui vont finir un jour. Et donc, le chef de l'État a dit, on va s'entourer, mettre en place un mécanisme au niveau du gouvernement pour mobiliser l'ensemble des ressources de l'État, non seulement le gouvernement, mais aussi le Parlement,
qui sera représenté dans ce COS, le Conseil économique, social et environnemental, au Conseil aux collectivités territoriales et un certain nombre d'autres organes de l'État, Petrosen, Senelec, etc., pour mobiliser toutes les compétences et toutes les ressources internes pour mettre en place une feuille de route, comme je le disais tout à l'heure, pour suivre le chemin optimal. Parce que, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de pétrole, de gaz, mais on ne s'occupe pas de est-ce qu'on va en tirer le meilleur profit. Et donc, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est mobiliser les intelligences nationales, mais aussi les intelligences à l'international s'il y a lieu, pour dire sur une feuille de route quel est l'écosystème à construire pour que le Sénégal ne soit pas seulement un pays qui produise du pétrole et l'exporte, qui produisent du gaz et l'exportent, et à la limite mettre une petite raffinerie pour juste notre besoin, mais qu'on mette en place les centrales électriques, les écoles, pour toute l'économie, afin qu'en dernière minute, on oublie même que le Sénégal est producteur de gaz, mais que devienne une véritable économie de services, de biens, de matériel qui soit alimenté et irrigué par le gaz et le pétrole. Vous voyez, aujourd'hui, on oublie que Dubaï est un pays producteur de pétrole et de gaz. Parce qu'ils ont su, assis sur leur matelas de ressources, construire une véritable économie diversifiée, développée, dense, qui utilise toutes les compétences, les services bancaires, les télécommunications, l'aviation, l'industrie, la pétrochimie. Tout est disponible à Dubaï à travers une vision complète et claire. Et donc nous aussi, avant que dans 5 ans, dans 4 ans, les premiers barils ou les premiers gaz n'arrivent, il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler véritablement. C'est d'où l'idée justement de mettre en place cette commission. Alors, en dehors des institutions connues que vous avez citées, quels sont les autres membres qui pourraient constituer ce comité-là? Je n'ai pas suffisamment peut-être insisté sur l'importance des institutions présentes, parce que voyez-vous, dans des pays de la sous-région, les plateformes qui sont en haute mer sont régulièrement attaquées. Donc il s'agit aujourd'hui, pour les institutions, un rôle fondamental à jouer dans la paix et la préservation de la sécurité pour l'exploitation de la plateforme. Il s'agit que notre armée nationale monte en puissance, d'où la présence du ministère des Forces armées. Il s'agit que notre école et notre enseignement supérieur soient transformés pour sortir les produits qui sont les mieux à même d'être utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. D'où l'importance de la présence du ministère de l'enseignement supérieur. Il s'agit que les retombées sur l'environnement et la surveillance de l'environnement, de hisser nos capacités d'assurer cette surveillance et de pouvoir faire les contrôles nécessaires pour vis-à-vis des compagnies qui sont dotées en ressources et compétentes dans ces domaines. Et si on n'est pas suffisamment compétent, on ne pourra pas assurer cette surveillance. Donc il s'agit que notre ministère de l'Environnement, le ministère de la Pêche, etc. Donc assurément pouvoir dès le départ dire que le pétrole n'est pas qu'une affaire du ministère du pétrole, le ministère de l'énergie, mais que c'est l'ensemble de l'équipe gouvernementale qui doit se préparer et recruter les meilleurs conseillers et mettre à la disposition du chef de l'État les meilleures informations et les meilleures suggestions. Ça, c'est important. Au-delà de ça, il y a Senelec, il y a Lassar, il y a Petrosen, qui doivent aussi, parce que Senelec sera, par exemple, une des premières utilisatrices de nos ressources pour pouvoir produire de l'électricité à un niveau important, mais peut-être même irriguer en électricité notre sous-région. Donc il s'agit que Senelec, par exemple, se prépare la SAR parce que c'est la raffinerie, parce que nous pourrions devenir dans la sous-région le premier fournisseur de produits raffinés. Et on va souvent parler du produit du pétrole africain, de qualité africaine j'allais dire, mais de produire un pétrole ou des produits finis pour l'Afrique de l'Ouest et le reste de l'Afrique à des niveaux suffisamment importants. Alors, on dit que le Sénégal pourrait être 7e producteur mondial justement de pétrole, et on parle de plusieurs milliards de dollars, 10 milliards de dollars selon certaines sources. Est-ce que cela vous donne de l'optimisme? Comment vous ressentez tout cela? Avant de répondre à cette question, vous touchez là une des problématiques majeures pour lesquelles il nous faut nous armer.
en compétences aujourd'hui et maintenant. Et quand je parle de compétences, c'est aussi des cabinets, c'est aussi des structures capables d'évaluer notre pétrole et notre gaz. Parce que les informations viennent souvent de la presse étrangère, vous aurez remarqué, ou bien de compagnies étrangères. Bien que Petrosen est présent, et qu'au stade actuel, les chiffres que vous avancez relèvent, à mon avis, un peu de spéculation. À l'état actuel des choses, nous allons prudemment, mais sûrement, Petrosen a travaillé avec Cosmos sur le gaz, a des éléments qui tendent à faire croire, comme on l'a répété à suffisance, les découvertes les plus importantes en 2015 et 2016. Ça, c'est confirmé. Maintenant, d'autres perspectives s'ouvrent sur le gaz pour d'autres peut-être découvertes qui pourraient intervenir. On y travaille ardemment pour pouvoir faire ces découvertes. Mais là, ce sur quoi je veux insister, c'est que nous devrons disposer des compétences des géophysiciens, des géologues, des cabinets qui pourront expertiser demain notre pétrole et comparer les résultats avec ce qu'annoncent les compagnies pour pouvoir... Donc on est au cœur véritablement du débat de notre souveraineté sur notre... Et c'est pour ça que ce COS-là a été mis en place aussi pour appuyer le président de la République dans ce domaine. Vous êtes donc à l'heure de l'évaluation. Alors comment éviter ce qu'on pourrait appeler la malédiction du pétrole au Sénégal? En fait, d'une part, je crois avoir dit que ce COS vise à assister le président de la République dans l'élaboration d'une stratégie qui permettra justement d'indiquer le chemin vertueux vers lequel on pourra, à travers lequel on pourra aller vers une utilisation optimale de nos ressources sans qu'il y ait les conséquences négatives. Mais je voudrais insister plus. La malédiction, comme on dit souvent, procède de la non-transparence, de l'opacité, etc. J'ai rappelé tantôt que le président de la République s'est engagé notre pays à adhérer à l'initiative pour la transparence des industries extractives et bientôt le rapport sera disponible, le rapport 2016. Alors, au-delà de cela, les pays où il y a eu ces problèmes de malédiction procèdent des pays d'abord où il n'y a pas d'une démocratie solide. Des débats importants, même si parfois les débats sont trop polluants dans notre pays, mais des débats importants et conséquents sur l'utilisation des ressources. Il n'y a pas d'institutions solides capables d'arbitrer. C'est des pays où il y a, pour dire ainsi les choses, une certaine dictature. Et sans pour autant minimiser dans notre pays les risques, parce qu'on n'est pas tout à fait débarrassé d'une forme de corruption résiduelle, j'allais dire, qui peut prendre de l'ampleur quand les ressources seront disponibles. Je pense quand même que nous avons montré notre capacité. Nous ne sommes pas suffisamment optimistes et nous n'avons pas suffisamment confiance en nous-mêmes. Je pense pas, parce qu'on insiste trop sur cette question de malédiction. Il y a peu de pays où, avant même qu'on exploite le premier baril, on est en train de parler de stratégie, on est en train de parler de transparence, on explique ce qui est en train de se faire. Et on invite les différentes institutions à venir participer à l'élaboration des stratégies parce qu'il y aura le représentant de l'Assemblée nationale, je n'ai pas suffisamment peut-être insisté dessus, du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique et social, le président du Comité national d'initiative pour la transparence dans les industries extractives et le comité peut s'adjoindre aussi toutes les autres compétences. D'accord. Je voudrais insister sur un point avant de terminer peut-être, c'est que nous qui sommes un peu dans le secteur, nous voyons venir des privés du monde entier, Chine, Russie, Europe, pour nous proposer ou s'informer pour proposer demain leurs services. Par exemple, sur la logistique aujourd'hui, ceux qui transportent les gens sur les plateformes, c'est une société de héliportage occidentale. Alors, le privé national également devrait tirer profit et s'intéresser. Et nous allons les inviter certainement à travers les mécanismes qui seront arrêtés par les chefs de l'État à des dialogues sur cette question. Je pense que c'est le moment que le privé national, en utilisant les ressources disponibles comme le fonds JIP, etc., se hisse pour se préparer à prendre toutes les opportunités d'affaires qu'il y a à prendre dans le secteur du pétrole. Et je sais qu'il y en aura assez suffisamment.
Qu'en est-il, c'est l'actualité, du fonds souverain pour les générations futures, justement? Mais il fait partie de ce COS et certainement aussi, il va participer pour pouvoir prendre sa part pour les générations futures dans tous les investissements qui seront faits pour précisément que le Sénégal, à l'instar des pays... Alors, avant de terminer, on va parler de l'audit des installations électriques. Récemment, hier, je pense, il y a eu un incendie qui s'est produit au marché central de Thiès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le président de la République récemment, en Conseil des ministres, a donné les instructions pour qu'un audit complet des installations électriques majeures, celles qui appartiennent particulièrement à Sénélec, soit réalisé à la suite de certains incidents majeurs qui se sont produits récemment. C'est vrai que ce travail est en cours. Il s'agit plus des centrales électriques, des lignes à haute tension, etc., qui sont susceptibles de comporter certaines vulnérabilités. Maintenant, pour les marchés, j'en profite pour présenter ma sympathie aux commerçants du marché central de Thiès. Il faut dire qu'il y a une certaine anarchie qui règne dans les branchements dans les marchés, parce qu'on se passe la connexion de cantine à cantine, ou parfois même des cantines qui sont des cantines provisoires installées à la va-vite, tirent le courant et les tirent dans des conditions où il y a des matières inflammables telles que les tissus, beaucoup de matières inflammables, les sacs plastiques, etc. Il y a plein de matières inflammables dans un marché et dès qu'il y a une petite étincelle, surtout à la suite de coupures de secteur ou de court-circuit, les marchés sont très exposés. Et les maires devraient, à mon avis, s'intéresser aussi à cette question parce que c'est de la responsabilité des maires d'assurer quand même la sécurité dans les marchés sur lesquels des revenus sont tirés par les municipalités. Mais encore une fois, nous présentons toutes nos sympathies. Et d'ailleurs, Sénélec s'était proposé, mais Sénélec est très débordé en cette période de chaleur, d'aller faire ce travail sur certains marchés. Moi-même, je devrais les accompagner sur le marché HLM et certains marchés symboliques pour que nous voyions un peu la situation et nous attirions l'attention des commerçants sur les risques qu'il y a à accepter cette anarchie qu'ils ont eux-mêmes participé à installer. D'accord. En tout cas, merci Monsieur le Ministre pour toutes ces précisions, ces éclairages sur le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz qui a été instauré par décret par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères signe 2 accords de siège au profit des ONG Enda Chairman et Save the Children. Ces organisations non gouvernementales renforcent ainsi le cadre d'exécution de leurs projets et missions au Sénégal. Lamine Touré. 2 partenaires, une seule ambition, accompagner l'État du Sénégal dans sa politique de développement. Les ONG Enda Chairman et Save Children renforcent leur emprise nationale à travers ces accords de siège. Enda Chairman met à profit ce potentiel considérable pour contribuer à nourrir le cadre de mise en œuvre de l'agenda 2030 en tenant compte des réalités et des dynamiques locales et nationales. Grâce donc à l'appui de l'État du Sénégal, des centaines de réalisations ont pu être menées au Sénégal et ailleurs des décennies durant, portant sur des investissements très importants. Un accord de siège est avant tout une protection recherchée du côté de l'État. Au-delà, c'est les communautés locales vulnérables qui vont bénéficier du renforcement de ce partenariat multiforme. C'est ce partenariat fécond que consacrent les présents accords qui faciliteront, j'en suis sûr, l'exécution de vos projets et programmes en appui à ceux mis en œuvre par le gouvernement de la République du Sénégal. À travers ces accords, chacun de vous a pour objectif principal de promouvoir le bien-être des populations. C'est ainsi que ENDA va s'employer à promouvoir, entre autres, l'autonomie des communautés et mouvements sociaux de base. En ce qui concerne Madame Save the Children, vous intervenez dans la défense et la protection et la promotion des droits des enfants à travers des projets et programmes mis en œuvre, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la nutrition. Les ONG Enda Chairman et Save Children conjuguent leurs efforts pour booster le rayonnement international du Sénégal, car à travers ces accords de siège, la pauvreté sera davantage combattue et les droits humains consolidés.
L'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a tenu un atelier qui porte sur l'agenda du Sénégal face aux objectifs de développement durable. Une rencontre qui a aussi porté sur des données statistiques nationales en matière de développement des projets pétroliers et gaziers. Alors pourquoi donc le Sénégal a-t-il fait cette option de mettre en place une commission d'orientation stratégique? Je crois qu'il s'agit là d'une étape sur un ensemble de mécanismes que le chef de l'État est en train de mettre en place, à l'effet non seulement d'assurer une transparence dans le secteur, où il vous souviendra que la Constitution a inscrit le droit inaliénable non seulement des Sénégalais sur les ressources minières, mais également leur droit à l'information. Et parallèlement, le chef de l'État avait aussi poussé notre pays à adhérer à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La mise en place du COS Pétrogaz participe d'une volonté, tirant les leçons de ce qui s'est passé de manière générale dans les pays africains qui n'ont pas su mettre en place une vision stratégique pour l'exploitation optimale de leurs ressources minières et pétrolières en particulier. De dire, avant même que le premier baril ne sorte, quels sont les mécanismes, quelles sont les études, quelle est la vision à mettre en place pour que l'ensemble de l'économie sénégalaise et l'ensemble des Sénégalais puissent participer à l'optimum et puissent tirer le bénéfice optimal de ces ressources nationales, qui sont des ressources qui ne sont pas inépuisables, qui vont finir un jour. Et donc, le chef de l'État a dit, on va s'entourer, mettre en place un mécanisme au niveau du gouvernement pour mobiliser l'ensemble des ressources de l'État, non seulement le gouvernement, mais aussi le Parlement qui sera représenté dans ce COS, le Conseil économique, social et environnemental, au Conseil aux collectivités territoriales et un certain nombre d'autres organes de l'État, Petrosen, Sénélec, etc., pour mobiliser toutes les compétences et toutes les ressources internes pour mettre en place une feuille de route, comme je le disais tout à l'heure, pour suivre le chemin optimal. Parce que, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de pétrole, de gaz, mais on ne s'occupe pas de est-ce qu'on va en tirer le meilleur profit. Et donc, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est mobiliser les intelligences nationales, mais aussi les intelligences à l'international s'il y a lieu, pour dire sur une feuille de route quel est l'écosystème à construire pour que le Sénégal ne soit pas seulement un pays qui produise du pétrole et l'exporte, qui produise du gaz et l'exporte, et à la limite mettre une petite raffinerie pour juste notre besoin, mais qu'on mette en place les centrales électriques, les écoles, pour toute l'économie, afin qu'en dernière minute, on oublie même que le Sénégal est producteur de gaz, mais que devienne une véritable économie de services, de biens, de matériel qui soit alimenté et irrigué par le gaz et le pétrole. Vous voyez, aujourd'hui, on oublie que Dubaï est un pays producteur de pétrole et de gaz. Parce que... Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierno Alassane Sall. Monsieur le ministre vient de parler du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Pétrogaz. Monsieur le ministre, vous avez entendu l'actualité à Ziguinchor, l'électricité, le raccordement justement au réseau national de la région, mais également le tourisme. Alors, c'est une région qui vous préoccupe dans votre mission ministérielle? Mais absolument, et c'est une heureuse coïncidence qu'en venant ici ce soir, on parle à la fois d'électricité, raccordement du réseau, parce que vous savez que Ziguinchor, comme Kolda, comme Tambacounda, restent isolés du réseau national, interconnectés comme on dit. Et la conséquence, c'est une qualité de service moindre, parce qu'il y a des centrales électriques locales qui produisent à des coûts relativement importants et qui ont une qualité de service moindre par rapport aux centrales majeures qui sont à Dakar. L'existence d'un réseau national interconnecté va permettre d'avoir un peu la même qualité de service partout, mais surtout de déclasser les centrales de Tamba et autres, Goudiri, et les petites centrales, Medina Yoro Fula, etc., qui produisent à des coûts relativement élevés. Et donc, ça va impacter aussi sur l'efficience et le coût de production de l'électricité. Mais par ailleurs, et surtout, l'élément que vous avez passé sur le tourisme. Heureusement que l'autorité administrative, je crois qu'il s'agissait du gouverneur, a rappelé que ceci est possible si la France a
enlever Ziguinchor de la liste rouge, c'est parce qu'il y a des efforts aussi assis sur leur matelas de ressources, construire une véritable économie diversifiée, développée, dense, qui utilise toutes les compétences, les services bancaires, les télécommunications, l'aviation, l'industrie, la pétrochimie. Tout est disponible à Dubaï à travers une vision complète et claire. Et donc nous aussi, avant que dans 5 ans, dans 4 ans, les premiers barils ou les premiers gaz n'arrivent, il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler, véritablement. C'est d'où l'idée justement de mettre en place cette commission. Alors, en dehors des institutions connues que vous avez citées, quels sont les autres membres qui pourraient constituer ce comité-là? Je n'ai pas suffisamment peut-être insisté sur l'importance des institutions présentes, parce que voyez-vous, dans des pays de la sous-région, les plateformes qui sont en haute mer sont régulièrement attaquées. Donc il s'agit aujourd'hui, pour les institutions, un rôle fondamental à jouer dans la paix et la préservation de la sécurité pour l'exploitation de notre plateforme. Il s'agit que notre armée nationale monte en puissance, d'où la présence du ministère des Forces armées. Il s'agit que notre école et notre enseignement supérieur soient transformés pour sortir les produits qui sont les mieux à même d'être utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. D'où l'importance de la présence du ministère de l'enseignement supérieur. Il s'agit que les retombées sur l'environnement et la surveillance de l'environnement soutenus du gouvernement du Sénégal pour qu'il y ait la paix. Et ces efforts ne sont pas peut-être suffisamment mis en exergue publiquement, mais la paix est notre élément et notre richesse fondamentale majeure. On doit se réjouir certes que les touristes reviennent, mais surtout et avant tout, on doit se réjouir du silence des armes depuis quelques années en Casamance et des efforts considérables qui ont été réalisés dans cette région pour qu'il en soit ainsi, mais aussi pour que cette région sorte de l'ornière. Et je crois que l'investissement pour le raccordement au réseau interconnecté de Tamba, Kolda, Ziguinchor participe assurément à cet effort de raccordement, j'allais dire, de la région sud au reste du pays. Alors, je voulais juste souligner, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de 200 milliards de dollars, mais comme en venant de francs CFA, mais surtout, comme en venant ici, je ne savais pas que vous m'interrogerez sur le chiffre, je vais me réserver un peu. Alors, on avait parlé justement du pétrole vers la Guinée-Bissau et entre la frontière Sénégal et Guinée-Bissau. On a fait des recherches et aujourd'hui, il y a du pétrole qu'on a découvert au Sénégal, notamment au large de Sangomar, et du gaz vers la frontière nord du Sénégal avec la Mauritanie. Et justement, le président de la République, vous êtes là pour nous en parler. Le président de la République, Macky Sall, a adopté en Conseil des ministres le projet de décret portant création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz. Le dit comité est présidé par le chef de l'État lui-même et il est chargé, entre autres, d'assister le président dans la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique